Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Alors, dans le cadre de la préparation à l'examen régional, nous allons voir aujourd'hui un exercice dans lequel on va mettre l'accent sur les grands problèmes que rencontre l'élève le jour de l'examen. Donc, je commence tout d'abord par la lecture du texte, le texte support. Le soleil était clair et chaud. Un chat blanc et noir reposait sur le mur et suivait mes mouvements de ses yeux à demi fermés. Je ne m'en approchais point. Le coup de griffe du matou pensionnaire de Sidi Ali Bourel m'avait appris à me méfier des chats qui ronronnent au soleil. Ma mère s'inquiétait déjà de mon absence. Il m'appelait à la cantonade. Je m'engageais dans l'escalier pour descendre. Quelqu'un montait pieds nus. Les pas mous et les froufrous des vêtements se rapprochaient. Apparut Rahma. Ma mère ne lui parlait plus depuis leur dispute. Les deux femmes évitaient de se rencontrer. Moi, je ne savais pas s'il fallait lui sourire ou me sauver. Je me plaquai contre le mur et attendis que les événements décidassent pour moi. En arrivant à ma hauteur, Rahma s'arrêta, me caressa la joue et me glissa un objet dans la main, un objet lisse et froid, mais dont le toucher me plongea dans un bain de délices. « C'est pour toi », me murmura notre voisine. Je ne répondis rien et courus rejoindre ma mère qui s'impatientait. L'objet était toujours dans le creux de ma main et dégageait une fraîcheur d'eau de source. Installé dans un coin de la pièce, j'osais enfin le regarder. C'était un gros cabochon de verre à facettes taillées en diamant. Un bijou fabuleux et barbare provenant, à n'en pas douter, de quelque palais souterrain où demeurent les puissances de l'invisible. Était-ce un messager de ces lointains royaumes? Était-ce un talisman? Était-ce une pierre maudite qui m'était remise par notre ennemi pour attirer sur nous la colère des démons? Qu'importait la colère de tous les démons de la terre. Je tenais dans mes mains un objet d'une richesse insoupçonnable. Il prendra place dans ma boîte à merveilles et je saurai découvrir toutes ses vertus. Ma mère me trouva dans un coin. Elle me jeta un regard négligent et dit « Encore un bout de verre. Fais attention de ne pas te blesser. » Bien. Donc ça, c'est le texte support. Le jour de l'examen, il faut d'abord commencer par lire et relire le texte. Prendre son temps à lire le texte. Prendre son temps n'est pas une perte de temps. Donc, premier conseil, essayez de bien lire le support. On passe maintenant aux questions. Vous avez deux volets. L'étude de texte est notée sur 10 points et la production écrite est notée également sur 10 points. L'étude de texte se compose généralement de 10 questions au maximum. Au maximum 10 questions. Et au minimum 8. Et chaque question, bien sûr, est notée sur un point si vous avez 10 questions. Alors, la première question comporte généralement toujours sur la contextualisation. Première question, titre de l'œuvre, c'est La boîte à merveilles. L'auteur, c'est Ahmed Sfrioui. Titre de l'œuvre, bien sûr, La boîte à merveilles, toujours B majuscule et M majuscule. Bien sûr, c'est un modélisateur typographique. Genre littéraire, c'est un roman
autobiographique. Une autre œuvre du même auteur, par exemple le Chapelet d'ombre, La maison de servitude, Le jardin des sortilèges, etc. Essayez toujours de donner les œuvres les plus connues, les plus célèbres. Deuxième question, c'est la mise en situation. Pour situer le passage, on a trois possibilités. Ou bien on vous pose la question, situer le passage par rapport à ce qui précède, et là, vous êtes invité à rappeler les événements précédents qui sont en rapport direct avec la question, c'est-à-dire qu'il y a un rapport de causalité entre le texte que vous avez et les événements précédents, ou bien situé dans l'œuvre, ou bien la question que je vous propose aujourd'hui, c'est situer le passage à partir de distracteurs. Pour situer ce passage, remettez en ordre les phrases suivantes. Petit a, la maladie de Sidi Mohammed et son repos de 2 jours et demi. B, la visite de Sidi Ali Bourghalb. La maladie de la mère et son fils. D, la greffure de Sidi Mohammed par le chat du sanctuaire. Donc, vous allez faire appel à vos connaissances, bien sûr, sur l'œuvre. Donc, la première réponse, c'est C. La maladie de la mère et de son fils. Et c'est l'Aïcha qui leur a proposé, rappelez-vous bien, de visiter Sidi Ali Bourghalb. Deuxième réponse, c'est B. La visite de Sidi Ali Bourghalb. Et la troisième possibilité, bien sûr, la troisième réponse, c'est D. La greffure de Sidi Mohammed par le chat du sanctuaire. Et la dernière proposition ou bien affirmation, c'est la maladie de Sidi Mohammed et son repos de 2 jours et demi. Et pendant ces 2 jours et demi, Rahma, la voisine, va lui offrir un cabochon de verre, en verre bien sûr. Donc, dans l'ordre, vous avez C, B, D, A. Ça, c'est pour la mise en situation. Alors, troisièmement, à qui renvoient les éléments soulignés dans le texte, les éléments de l'énonciation? L'émetteur et le récepteur dans le texte. Vous avez les mots soulignés, les 2 femmes, c'est la mère du narrateur, Lella Zoubida, et Rahma, sa voisine. Moi, renvoie bien sûr au narrateur, c'est Sidi Mohammed. Un objet, c'est le cabochon, bien sûr. Et notre ennemi, c'est Rahma. Bien. En vous référant au texte, mettez une croix devant la bonne réponse après avoir recopié, bien sûr, le tableau. A. La mère du narrateur et sa voisine Rahma entretiennent de bonnes relations. C'est faux. Rappelez-vous bien de la dispute entre les 2 femmes à propos du linge, la lessive. B. Le narrateur personnage ne sait quoi faire en voyant arriver Rahma. C'est vrai. Je reviens au texte pour chercher une justification. Ici, on ne vous demande pas la justification, mais juste pour regardez bien, je ne savais pas s'il fallait lui sourire ou bien me sauver. Je me plaquai contre le mur et attendis que les événements décidassent pour moi. Donc, il était, bien sûr, C. Rahma a offert un cadeau au narrateur personnage. C'est vrai. Si on veut justifier, alors,
Je ne répondis rien et courus rejoindre ma mère qui s'impatientait. L'objet était toujours dans le creux de ma main et dégageait une fraîcheur d'eau de source. Et regardez bien là, c'est pour toi, me murmura notre voisine. Il lui a donné bien sûr un cabochon de verre. Le narrateur personnage craint que cet objet ait un pouvoir maléfique. Au début, oui, c'est vrai. Il s'est posé plusieurs questions. Était-ce un messager de ces lointains royaumes? Était-ce un talisman? Était-ce une pierre maudite qui m'était remise par notre ennemi pour attirer sur nous la colère des démons, etc. Là, il a exprimé une certaine peur. Mais par la suite, il va se ressaisir, que m'importait la colère de tous les démons, etc. Donc, la réponse, c'est vrai. Question 5. Ma mère ne lui parlait plus depuis leur dispute. Pour mémoire, tout simplement, pour vous rappeler, la dispute était à cause du linge ou bien à cause de la lessive. Bien sûr. De quelle dispute parle le narrateur? C'est la dispute à propos de la lessive. Sixièmement, précisez le mot d'énonciation dans les énoncés suivants. Ici, le mot d'énonciation, ça veut dire est-ce qu'il s'agit d'un récit ou bien d'un discours? Donc, si par hasard vous trouvez le jour de l'examen mode d'énonciation, et c'est rare parce que ça fait partie du métalangage, est-ce qu'il s'agit bien sûr du récit ou bien du discours? Les deux phrases, Rahma s'arrêta, me caressa la joue et me glissa un objet dans la main. Donc pour A, la phrase A, c'est un récit. Pourquoi? Parce qu'il y a la narration. La mère raconte une histoire. Il y a une suite chronologique d'événements et il y a le passé simple. Me caressa, s'arrêta, glissa. Donc c'est ce qu'on appelle, entre parenthèses, l'énoncé coupé. Mais parlez toujours, discours, récit. C'est le discours, le récit. B, c'est pour toi. C'est le discours. Discours, pourquoi? Parce que vous avez le présent, vous avez les indices de l'énonciation toi, et ça fait partie d'un dialogue. C'est le discours. C'est ce qu'on appelle, dans le métalangage, dans le jargon littéraire, l'énoncé ancré. Donc, A, récit, B, discours. Septièmement, lisez le paragraphe installé dans un coin jusqu'à la colère de tous les démons de la terre. Petit a, dans ce paragraphe, le champ lexical dominant est le merveilleux, le comique, le réel, le tragique. Donc, le champ lexical dominant, bien sûr, c'est le merveilleux. B, relever deux termes ou bien expressions appartenant à ce champ. Je vais revenir au texte pour qu'on puisse dégager quelques éléments. Par hasard, je trouve fabuleux. Donc, on demande des termes ou bien des expressions. Donc, vous avez fabuleux, vous avez les puissances invisibles, vous avez ces lointains royaumes, vous avez talisman, pierre maudite. Donc, c'est le merveilleux. C'est que peut-on dire du caractère de Sidi Mohammed? Donc, d'après bien sûr ce paragraphe, on peut dire que Sidi Mohammed est un enfant rêveur, imaginatif. Huitièmement, je tenais dans mes mains un objet d'une richesse insoupçonnable. Par l'emploi de cette phrase, le narrateur personnage veut dire que
cet objet n'a aucune valeur. B, cet objet a une grande valeur. C, cet objet a une valeur incertaine. Donc, la bonne réponse, cet objet a une grande valeur. C'est B. Question 9. Les deux femmes évitaient de se parler. Cette attitude entre les deux voisines vous paraît-elle acceptable? Bon, la question 9 et la question 10, c'est la réaction personnelle. Ce sont des questions ouvertes à travers lesquelles on interroge, bien sûr, l'élève. L'élève doit donner son point de vue, agir et réagir face, bien sûr, à une question de ce genre. Et généralement, les réponses restent à titre indicatif. On accepte le point de vue de l'élève à condition qu'il soit bien justifié. Donc, pour 9, par exemple, il y a quelques-uns qui vont dire « c'est une bonne attitude ». D'autres vont dire qu'il est une mauvaise attitude. Donc, il suffit tout simplement de justifier son point de vue. Bien. Alors, cette attitude entre les deux voisines vous paraît-elle acceptable? Moi, je réponds, mon point de vue personnel, bien sûr, non. Étant donné que les deux femmes sont des voisines, alors ils doivent entretenir de bonnes relations. Pourquoi? Parce que le bon voisinage permet de vivre tout d'abord en paix, permet de vivre dans le calme. De même, un bon voisinage permet à la personne de tisser de bonnes relations dans son milieu. Probablement, on aura besoin des voisins dans l'adversité. B. Bien sûr, j'ai répondu, donc ça c'est une mauvaise attitude. Ça c'est un point de vue personnel tout simplement. La justification, le bon voisinage permet de vivre dans la paix, la sérénité, l'entraide, le soutien et la solidarité. Si quelqu'un dit non, c'est son point de vue. C'est acceptable. C'est une bonne attitude. Pourquoi? Parce que les voisins sont la source de problèmes et les voisins, bien évidemment, sont la source de certains problèmes. Donc, pour vivre en paix et dans la tranquillité, il faut rompre toute relation avec l'autre. Ça, c'est un point de vue personnel, bien sûr. Dixièmement, la 10e question, Sidi Mohamed évite de tisser des relations avec les enfants. Tisser veut dire ici nouer des contacts avec les enfants de son entourage et préfère se réfugier dans son propre monde féerique. Féerique, c'est-à-dire monde de rêve, monde imaginaire. Pensez-vous que c'est bon pour son éducation? Là également, reste un point de vue personnel. Moi, je réponds, bien sûr, que c'est une mauvaise attitude. Sidi Mohamed doit apprendre à vivre en communauté. Il doit apprendre à tisser des relations avec les enfants de son âge. Il doit apprendre à vivre au sein de la société. Pourquoi? Parce que l'homme est sociable par nature. Et la vie au sein de la communauté permet le développement normal de la personnalité. La vie au sein de la communauté permet l'entraide, permet la rivalité,
permet l'épanouissement normal et le développement de la personnalité. Bien sûr, il y a d'autres qui vont répondre que c'est une bonne relation, c'est une bonne façon de vivre, c'est une bonne manière, c'est une bonne attitude. Et ils donnent leurs arguments. Par exemple, éviter de tisser des relations avec les autres permet d'éviter les problèmes. Vivre dans son propre monde, ou bien se réfugier dans son propre monde, ça va lui permettre, par exemple, de se concentrer sur ses affaires. Ça va lui permettre d'aiguiser, bien sûr, son esprit. Ça va lui permettre de compter sur soi, etc. Donc, ce qui m'intéresse dans la question 9 et 10, c'est que les réponses restent personnelles, bien sûr, dans le cadre de la logique. Et il faut toujours justifier par des arguments pertinents. Bien. La deuxième composante d'une épreuve de français, c'est la production écrite. Elle est notée sur 10 points et il est toujours sous forme d'un texte argumentatif, toujours une réflexion argumentée. Le sujet que vous avez aujourd'hui est en relation directe avec le texte qu'on vient de voir, mais il faut faire attention, on peut vous donner un texte d'une œuvre et le sujet de la production écrite fait partie d'une autre œuvre. Et le sujet de la production écrite peut parfois ne pas être en relation avec le texte étudié. D'accord? Donc, pour vivre en paix, il faut éviter tout contact avec les voisins, disent certaines gens. Êtes-vous de cet avis? Justifiez votre point de vue par des arguments pertinents et des exemples précis. Alors, le sujet de la production écrite, on va le voir dans un autre volet. Pour le moment, je vous renvoie aux éléments de réponse. Et regardez bien, certaines réponses sont données à titre indicatif, tout simplement. C'est-à-dire, l'élève peut imaginer, peut donner une autre réponse que celle que je viens de vous donner. Surtout le champ lexical, par exemple. Vous voyez? Donc, et regardez bien comment est faite la présentation des réponses. Le jour de l'examen, il faut bien organiser sa copie. Il faut bien organiser son travail. Et à la prochaine. Bonne chance.